Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un témoignage sur l'enfer climatisé des startups et un face-à-face sur l'islamophobie. Notre premier invité a travaillé pendant 4 ans dans des startups à Berlin et découvert la précarité, l'exploitation, l'abrutissement culturel, l'infantilisation, le sexisme et le jeunisme. La jeune Mathilde Ramadier nous racontera l'envers du paradis de la coolitude. Et puis, à 53 jours du premier tour de la présidentielle, alors que la laïcité, l'émigration et l'islam de France font débat dans la campagne électorale, un face-à-face opposera ensuite le philosophe Pascal Bruckner et l'historien Pascal Blanchard autour de l'islamophobie. Une notion qui déchire les chercheurs et les citoyens que nous sommes. L'islamophobie est-elle une invention des islamistes pour museler tout discours critique sur l'islam ou un racisme déguisé ? Troisième partie de l'émission, les bambins, Mauduit et Saltiel vont s'intéresser aux francs-maçons et aux pauses sexe au travail. On se croirait presque dans une start-up. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Aucun rapport, je vous regarde avec un grand sourire, mais aucun rapport. On ne connaît pas Malheureusement ça, nous, pas, non. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir Elisabeth. Et vous rougissez? Bah non, pas du tout. Très bien, très bien. Bonsoir Mathilde Bonsoir. Ramadier. Vous publiez ce Bienvenue dans le Nouveau Monde, on va en parler avec vous. Mais alors, comment avez-vous atterri dans des startups vu votre parcours absolument incroyable? Vous êtes graphiste de BD, vous êtes traductrice, vous avez un master de philo, vous avez fait une thèse sur la liberté et l'inconscient, je crois. Pas de thèse, un mémoire. Un mémoire, pardon. Oui, parce que l'université veille à la rigueur de ce qu'on dit. Mais comment expliquer votre arrivée dans les startups? Eh bien, je suis arrivée à Berlin en 2011, j'avais besoin d'un travail et il m'est apparu très vite qu'en fait, le secteur dynamique qui embauchait, c'était celui des startups. Et finalement, je rentrais un peu dans le moule, c'est-à-dire que je cumulais plusieurs diplômes, plusieurs langues. Jeune et polyglotte. Erreur fatale. Bon, on en parle avec vous, mais d'abord votre portrait, votre empreinte digitale, réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Mathilde Ramadier sur Internet, on découvre que vous êtes une slasheuse, du signe de typographie slash qui sépare vos différentes activités. On les retrouve d'ailleurs sur votre site mathilderamadier.com, artiste, journaliste, traductrice, BDiste, DJ et j'en passe. Plusieurs vies qui ont toutes commencé à Valence dans la Drôme il y a 29 ans, ce qui fait de vous un membre de la génération baptisée Y. Avant d'être abonné au stage et au CDD, vous étudiez, un BTS en communication et un master de philosophie plus tard, vous voyagez et posez finalement vos valises à Berlin. C'est là-bas que vous écrivez plusieurs bandes dessinées, Rêve syncopé consacré au DJ Laurent Garnier, Sartre, ou encore sorti il y a quelques jours et il foula la terre avec légèreté. Pour cet ouvrage, vous avez d'ailleurs pu vous rendre en Norvège grâce au financement des internautes sur ulule.com. Présente sur tous les terrains, vous publiez en même temps 7 essais, Bienvenue dans le Nouveau Monde. On y découvre votre expérience dans les startups de la Silicon Alley, l'équivalent berlinois de la Silicon Valley. Tout commence avec les offres d'emploi comme sur ce site français, une grande majorité de stages, et pour les vrais contrats, le salaire n'est jamais mentionné. Vous décrivez des jobs à la con, des kits de bienvenue qui semblent s'adresser aux gagnants d'un jeu concours, des périodes d'essai non payées et la mise en place de process pour briser le libre arbitre des employés. Dans ce monde tout en dents blanches, la précarité des travailleurs est maquillée à coups de smiley. Pour vous, à la fin, seuls les dirigeants gagneront la mise. Et n'hésiteront pas à exposer leur réussite sur les réseaux sociaux ou à prononcer ce genre de phrase en interview. Chez The Family, tous les 6 mois, on fait le point avec les employés et soit on les augmente, soit on les vire. Un monde cruel qui exacerbe aussi bien la réussite que l'ego et la tyrannie du cool. Mathilde Ramadier, en étant slasheuse et touche-à-tout, ne cultivez-vous pas la précarité que vous dénoncez? Vous cultivez la précarité ou la mobilité? Après tout, c'est votre droit d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'être slasheuse, ça a été mon choix aussi. Ouais. Je pense que c'est une question d'époque et de génération. génération. Mais ce que j'ai vécu dans les startups, c'est plus la loi de la jungle quand même. Ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est une précarité bien plus féroce. On est enfermé en fait dans cette idéologie. On est infantilisé. On parlait carrément d'idéologie. Ah oui, c'est une idéologie. Oui. D'accord. Oui. Mais alors, que faisait... Vous avez travaillé pour 2 startups, dont l'une qui s'appelle Vesta, l'autre, j'ai oublié le nom. Alors, je parle de 2 startups surtout dans ce livre, mais j'ai travaillé pour une douzaine de startups. Quelle est l'activité? C'est une activité numérique? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors souvent, c'est les vieux qui vous parlent, et la vieille On comprend monoglotte, pas. comme disait aimablement Thomas Legrand. On dit souvent que c'est très innovant, qu'on est en train de disrupter un secteur ou de changer le monde. Mais Disrupter. en général- Disrupte un secteur. Oui, pardon. Oui, pardon. Et Vous parlez au vieux monde. Et en fait, les startups où j'ai travaillé ne faisaient que dupliquer un modèle qui existait déjà. Donc elles n'inventaient rien. Et moi, j'étais là en fait pour m'occuper du site français. Donc c'était rédaction, traduction, communication. Vous arrivez, il y a un welcome kit.
C'est quoi le Welcome Kit? C'est le kit de bienvenue, en fait. C'est gentil, non? Oui, en fait, c'est justement pour s'économiser quelques mots lors de l'arrivée de l'employé. Hein. On n'a pas de temps à perdre, donc on lui fournit un PDF quelques jours avant où on lui apprend tout, l'esprit de l'entreprise. On lui fait comprendre, en fait, la chance qu'il a de venir travailler là. Et tout est fait pour que vous soyez heureuse. Il y a des jeux, des bonbons. On vous infantilise, vous disiez. Oui, c'est un peu la tyrannie du bonheur, en fait. Hein. On est sélectionné parmi quelques élus pour être les héros de cette nouvelle aventure. Et en réalité, on est des petites mains. C'est un travail à la chaîne, hein, en quelque sorte. C'est souvent du remplissage de bases de données avant que la start-up soit lancée, parce que c'est souvent... tout commence avec une base de données. Alors, vous évoquez le langage très particulier des startups, qui est un langage, vous l'appelez la novlangue, vous n'avez rien inventé, mais à base d'euphémisation, de mots en figurique qui ne veulent rien dire. Alors, il y a par exemple un réparateur de bonne humeur. Qu'est-ce que c'est le réparateur de bonne humeur? C'est le joli euphémisme pour parler de la personne qui a un casque vissé sur les oreilles et qui écoute des clients toute la journée qui sont mécontents. Donc, c'est le service client, en fait, ou un vendeur. Il y a également Office Manager, qui normalement est un responsable administratif, et en réalité, c'est souvent une hôtesse d'accueil ou un secrétaire. Tout le monde est manager de quelque chose. Et de toute façon, tout le monde est manager, de donc quelque on nous chose. dit qu'il n'y a pas de hiérarchie, que la hiérarchie est plate. C'est sûr, tout le monde est manager, mais en réalité, il y avait toujours une hiérarchie pyramidale, puisque chaque prise en fait, d'initiative était bornée, il fallait que tout soit contrôlé, on était fliqué. Une fausse horizontalité, en fait. Oui. Et il y a aussi un langage des dirigeants pour faire comprendre, par exemple, quand quelqu'un quitte l'entreprise, soit est viré, soit est dégoûté. Il part vers de nouvelles aventures. Il part vers de nouvelles aventures, il y a des mails comme ça. Oui. Donc tout ça, ça participe de cette novlangue, de ce globish, parce que c'est toujours dans un anglais qui est relativement décérébré. Vous dites, les startups, de manière générale, alors vous généralisez, on peut vous le reprocher aussi, c'est un lieu où on favorise quelque chose d'assez acculturé. Vous devez vous consacrer à un seul domaine, le plus étroit possible, et puis c'est l'aliénation numérique, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que les gens vivent dans une transparence et dans un échange de leur activité, vie privée, vie publique sont mélangées systématiquement et non-stop. Exactement, il faut être entrepreneur de soi-même. Et vitrine de l'entreprise. Exactement, comme un homme sandwich 2.0, il faut incarner toute l'idéologie de l'entreprise et gommer sa vie privée, enfin en tout cas la confondre avec la vie professionnelle. Mais comment vous expliquez que tant de jeunes gens, et tant d'ailleurs d'hommes politiques en France notamment, enfin on pense à Emmanuel Macron, à d'autres, NKM, vantent la nouvelle économie et les startups? Comment expliquer cette fascination? Ils ne savent pas ce qui se passe derrière, et j'espère que d'autres voix comme la mienne vont s'élever. Ils disent vouloir justement réguler un petit peu, ils disent vouloir donner des statuts aux travailleurs indépendants. C'est vrai qu'avec Uber et les boîtes de livraison, on a un peu vu les dysfonctionnements de ce système, mais je pense que c'est le même modèle en fait pour tous les employés de start-up. Parce que quel type de contrats vous signez? Ce sont des contrats à longue durée, des stages? Jamais. Je n'ai jamais signé de CDI de ma vie. Le plus long que j'ai eu, c'était un CDD de 6 mois. En Allemagne, hein? En Allemagne. C'est bien, en Allemagne. Oui, toutefois, j'ai épluché les sites d'offres d'emploi en France. Il y a beaucoup plus de stages que de CDI et beaucoup plus de CDD que de CDI. Et des stages non rémunérés, et ça, c'est légal jusqu'à présent? En France, je ne pense pas. D'accord, en tout cas en Allemagne. En Allemagne, oui. Alors, on appelle ça les bullshit jobs, les jobs de merde. Oui, les métiers à la con, même, effectivement, c'est ce que vous décrivez assez bien. C'est une mutation du travail qui avait été théorisée en 2013 par un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber. Il décrivait comment la technologie a créé de manière assez insidieuse des métiers absurdes et vides de sens. Il n'avait pas dressé de liste assez précise de ces métiers, mais ce serait en gros des métiers qui ne sont pas socialement utiles, qui ne sont pas utiles à la société. Et pour savoir si on occupe un bullshit job, on peut répondre à un questionnaire qui est publié sur le site de Slate.fr. Par exemple, avez-vous déjà participé à un after-work avec des gens dont les intitulés de job étaient absolument mystérieux? Ou encore, avez-vous l'impression que le monde pourrait se passer de votre travail? Donc plus concrètement, un bullshit job, c'est responsable du bonheur, chef de projet, consultant en concertation, management de manager. Est-ce que vous avez eu le sentiment de servir à rien pendant que vous occupiez ces boulots-là? Complètement, et ça allait même plus loin que ça, c'est-à-dire que j'ai frôlé la vraie dépression. Hein. J'ai souffert de ce qu'on appelle le bore-out, qui est l'inverse du burn-out. L'ennui poussé tout aussi redoutable. Ouais. Et c'est vrai que là, on remet tout en cause. Et vous étiez la seule dans ces startups à ressentir ça ou Non, on était quand même minoritaires. En tout cas, on était peu à en parler ouvertement entre nous. Mais j'ai eu des collègues qui ont fait des vraies dépressions, qui ont démissionné en même temps que moi. On n'était pas les seuls. Est-ce que tout le monde est conscient de ça, tous les gens qui travaillent dans les startups? On a l'impression qu'il y a une comédie, que tout le monde joue un rôle, tout le monde se force à sourire.
vous décrivez quelque chose de... une façade, une entreprise un peu Potemkin. Oui, en fait, ça pourrait presque être drôle hein, si c'était vraiment joué. Non, il y a beaucoup de gens en fait qui rentrent dans le moule hein, et qui ont incarné cette pensée et qui y croient vraiment. En tout cas, les CEO, les PDG et les managers les plus haut placés que j'ai croisés étaient vraiment convaincus du bien fondé de ce qu'ils faisaient. Mais quand vous étiez dans vos open space et dans cette espèce de tyrannie du vivre ensemble, souriant, non-stop, vous repensiez à vos études de philosophie, vous vous disiez l'enfer c'est les autres, là, et je le vis dans l'open space. J'avais la larme à l'œil, oui. Oui, oui, c'est sûr que tout ça me semblait bien loin finalement et bien inutile. Et c'était le cas en fait de beaucoup de mes collègues hein, qui avaient fait des longues études, pas forcément en économie, enfin qui n'étaient pas forcément. Parce que le point commun, c'est une jeune génération et des gens surdiplômés. Oui, alors c'est sûr qu'il y a peut-être aussi un problème hein, de ce côté-là, hein, qu'on est trop nombreux avec le même genre de diplôme. C'est un autre sujet. Néanmoins, j'avais aussi un diplôme, j'avais un BTS en alternance, hein, donc j'ai eu des expériences sur le marché du travail. J'arrivais pas là avec mon master, j'avais déjà bossé dans pas mal d'entreprises. Donc c'est une forme en fait oui, ils utilisent la précarité, la crise et la peur en fait. Donc vous êtes une sorte de lanceuse d'alerte pour dessiller un peu, révéler ce que c'est. Non, je ne risque pas ma vie. Hein, mais, oui, c'est clair. Oui, mais ça, en tout cas, j'espère que je vais permettre à d'autres gens d'en parler. D'accord, de prendre conscience de ça. Merci Mathilde Ramadier et bon retour à Berlin où vous ne travaillerez plus jamais de votre vie dans des start-up. A priori, non. Merci d'être passé sur le plateau d'Arte. Et place à notre face-à-face autour de l'islamophobie, une bataille sémantique mais aussi le lieu d'affrontement autour de l'islam de France et de la laïcité, deux thèmes qui alimentent les débats de la campagne électorale. On retrouve Pascal Blanchard, l'historien, et Pascal Bruckner, le philosophe, après la mise en point de Sandrine Le Calvez. Peut-on interdire de critiquer l'islam? Cette question divise ces jours-ci le Canada. Un mois après l'attentat contre la mosquée de Québec, qui a fait 6 morts au moment de la prière, les parlementaires débattent d'une motion controversée. Déposée par une députée musulmane, elle vise à condamner l'islamophobie, toutes les formes de racisme et les discriminations religieuses systématiques. Depuis l'attentat, 70 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour demander au gouvernement de faire plus pour combattre l'islamophobie. Les parlementaires voteront au printemps. Beaucoup s'inquiètent de peur que la motion n'aboutisse à censurer tout regard critique sur l'islam. Une crainte partagée en France par Pascal Bruckner, qui fait un retour remarqué en librairie avec cet essai à la couverture choc, une femme voilée aux couleurs de la France. Pour le philosophe, la critique de toutes les religions est un droit qu'il faut défendre. On a le droit de représenter Jésus glissant de sa croix, Moïse dans son bain, ou le pape en train de sodomiser sœur Emmanuel, mais si on le fait avec Mahomet, on est un raciste. L'islamophobie relèverait-elle pour autant d'un racisme imaginaire, d'une posture victimaire exploitée par des militants fondamentalistes ? Des présupposés qui heurtent Pascal Blanchard. Pour l'historien spécialiste des immigrations, du fait colonial et des années 30, la peur qui se focaliserait aujourd'hui sur l'islam serait une nouvelle forme de rejet de l'arabe, un héritage de la colonisation. La haine du félaga, la haine de l'arabe, elle se prolonge chez le musulman. La France rejette-t-elle vraiment ses citoyens musulmans? L'islamophobie relève-t-elle du racisme? Ou s'agit-il d'une parade pour faire taire tout débat sur la deuxième religion de France? Bonsoir messieurs, vous allez en débattre ensemble. Pascal Bruckner, vous êtes essayiste, votre livre Un racisme imaginaire, on a l'image je crois du livre Le Voici, Islamophobie et culpabilité, est paru le 1er février dernier aux éditions Grasset. Vous estimez qu'il existe assez de racisme véritable pour que l'on n'en invente pas d'imaginaire. Depuis plus de 30 ans, selon vous, le terme d'islamophobie anéantit toute possibilité d'émettre une parole critique envers l'islam. Et en face de vous, Pascal Blanchard, bonsoir. Clubiste régulier de 28 minutes et historien. Votre livre Les années 30 et si l'histoire recommençait est paru il y a une semaine aux éditions La Martinière. On a l'image car il est beau mais il est lourd. Selon vous, Pascal Blanchard, l'islamophobie a des fondements historiques, la haine occidentale envers les musulmans et les Moyen-Orientaux qui se nourrit de la crise interne, une crise interne au monde arabo-musulman. Alors je vais démarrer avec une recontextualisation par rapport à une actualité récente, Pascal Bruckner. 3 semaines après l'attentat qu'il y a eu au Canada contre une synagogue, un attentat perpétré par un jeune homme suprémaciste et nationaliste blanc, une députée a proposé une motion qui permettrait de
lutter, une motion contre le racisme et la discrimination religieuse systémique. Vous vous insurgez contre cette possibilité de dépôt de cette motion en disant c'est donner un sauf-conduit à l'islam et c'est empêcher la critique. Toute critique d'ailleurs de l'islam comme religion. Oui, alors cette proposition de loi est très intéressante parce qu'elle mange le morceau en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir protéger les cultes, les mosquées, les synagogues, les églises, qui est absolument normal, on dit désormais la moindre critique de l'islam tombera sous le coup de la loi. Et ça, c'est vrai dans le Canada anglo-saxon. Je pense qu'au Québec, la loi sera mal reçue parce que les Québécois sont beaucoup plus proches de la laïcité à la française. Mais si vous voulez, je trouve ça désastreux. Autant... Ce ne sera pas une loi, ce sera une motion. Une motion. Oui. Autant il pas de faut condamnation. Évidemment protéger les croyants, ça va de soi. Autant la liberté de critiquer un dogme, une croyance, doit être respectée. Et donc, je pense qu'on rend là un très mauvais service aux musulmans. Et d'ailleurs, d'après ce que je sais, ce que j'ai lu dans la presse, il y a une sorte de rage ou de haine qui s'accumule contre cette loi. Je pense encore une fois que c'est une loi contre-productive. Bon, alors qui n'a pas été passée, mais Pascal Blanchard, êtes-vous d'accord avec le fait que critiquer une religion doit être protégé, quelle que soit la religion? Il y a deux nuances. Et qu'il ne faut pas en arriver au rétablissement d'un quelconque délit de blasphème ou péché de bouche, comme on disait au XVIIIe siècle. Dans la théorie, critiquer une religion doit être libre. Dans la théorie. Sauf quand la religion commence à ressembler à un discours qui identifie une population spécifique et la constitue quelque part avec des stigmates et des oripeaux de toute population comme presque une race. À partir du moment où il commence à y avoir fusion dans les discours sur identifier l'autre, tu es musulman, donc tu es quelqu'un, tu es une identité, tu es donc une identité commune, tu es donc une entité comme on pourrait dire les Noirs, les Juifs. Quelque part, au moment où les discours se fusionnent. Donc la difficulté, elle est comment faire la part des choses quand la critique devient autant raciale que religieuse. C'est complexe parce que d'un côté, il faut pouvoir conserver le droit de critiquer une religion et de l'autre côté, il faut pouvoir protéger une population qui n'est plus stigmatisée au nom de la couleur de sa peau, mais au nom de la religion qu'elle porte. D'une certaine manière, en 30 ans, le musulman est devenu une sorte de race. Et donc, 30 ans, c'est quoi? C'est le moment où le terme d'islamophobie, non, le terme d'islamophobie est plus ancien, est apparu. Pascal Bruckner l'a très bien dit dans son livre, le terme est ancien, il correspond au rapport que l'Occident a eu avec l'islam. Il correspond même en Début France. Du 20e, c'est Début ça du 20e, à partir de 1910-1911, on commence à voir apparaître le terme dans les milieux extrêmement ciblés. Et d'ailleurs, en critique d'une certaine manière de ce qu'était la politique française à l'égard de l'islam, puisque je vous rappelle que la France, à l'époque, est une grande puissance musulmane avec son empire. Même pendant la Première Guerre mondiale, on a payé des pèlerinages pour garder le peuple musulman à nos côtés dans la lutte contre l'allemand qui était proche du turc. Donc l'islam a toujours été, en France, une religion, je dirais, partenaire de la République dans le cadre de la colonisation, et non pas une religion ennemie. Ce qui s'est passé comme rupture, c'est quelque part la période post-coloniale. À partir des années 80, il s'est passé une sorte de dichotomie où l'islam en a pu réussir à trouver sa place dans la République, comme d'ailleurs dans les autres pays européens, y compris ceux qui n'avaient pas une longue relation coloniale. Donc à partir de ce moment-là, le musulman s'est transformé non plus simplement en un croyant, mais en une population informe. D'ailleurs, quand les gens vous disent qu'il y a un problème avec les musulmans, personne ne pense aux Sénégalais. Tout le monde pense aux Moyen-Orientaux ou aux Maghrébins. Oui, alors je pense que la transformation de l'islam en race est le fait d'un certain nombre de mouvements intégristes qui ont voulu justement protéger cette confession de toute espèce de critique et donc l'ont racialisée. C'est une des conséquences malheureuses de l'antiracisme et cette racialisation s'est opérée dans les années 80 au moment où les musulmans britanniques, pour contrer les conséquences de l'affaire Rushdie, qui était condamné par l'ayatollah Khomeini en raison de la parution de son livre Les versets sataniques, ont essayé d'entourer l'islam d'une sorte de glacis absolu pour qu'on ne puisse plus lui adresser le moindre reproche. Simplement, ce qu'il faut dire... C'est là que le mot islamophobie est devenu beaucoup plus général. Ressuscité. C'est popularisé comme un discours politique. Et ce qu'il faut dire simplement, c'est que ce sont des musulmans eux-mêmes qui critiquent le mot islamophobie. J'ai fait, il y a quelques jours, un débat avec Tarek Obrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui m'a dit, moi, ce mot me gêne parce que justement, il amalgame deux sens contraires, la persécution et la critique. Donc, je ne l'utilise pas. Et ce sont des musulmans comme Kamel Daoud, Boualem Sansal ou Ayaan Hirsi Ali, libéraux, laïcs, éclairés, réformateurs, qui vous expliquent qu'effectivement, eux-mêmes, dès lors qu'ils remettent en cause la doxa islamiste,
ils sont immédiatement traités d'islamophobes. On a vu avec l'affaire des viols et des agressions sexuelles à Cologne, où Kamel Daoud a fait une explication dans Le Monde, en tout cas un texte en expliquant ces agressions par la misère sexuelle du Maghreb, et on l'a traité de raciste et d'islamophobe. Donc on voit bien, c'est une machine de guerre pour faire taire les gens, et surtout, parce que nous, occidentaux, ça n'est pas bien grave, mais surtout pour empêcher tout esprit C'est ce qui vous fait dire réformateur j'ai peur de l'islam radical, mais j'ai peur pour l'islam. Vous entendez ce distinguo Bien sûr, qui est parce celui de Pascal qu'il y Bruckner? a un double discours. J'aurais pu avoir la même démonstration en disant qu'aussi les Occidentaux, d'une certaine manière, ont fabriqué le discours sur l'islamophobie en disant non, on ne peut pas être critique des Arabes, puisqu'en fait, ce n'est pas les Arabes qu'on critique, ce n'est pas les Moyen-Orientaux, c'est l'islam. Vous n'utilisez pas ce mot, donc non Je le plus. mets entre guillemets. Je l'utilise avec des guillemets. Le Pourquoi mot islamophobie, Je suis chercheur. Bon, vous êtes d'accord, là, au moins, Oui, d'accord avec sur une nuance. Moi, j'utilise en tant que chercheur parce qu'il correspond aujourd'hui à un phénomène sociologique d'un transfert. Par exemple, dans le discours du Front National, on est passé d'un discours interdit sur la haine de l'arabe, qui était en gros le discours du Front National des années 70. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans? Oui, mais dans le discours du Front National, tous les Arabes étaient des Arabes. Ça, au moins, il n'y avait pas d'ambiguïté, tout le monde comprenait. Sauf qu'après, c'était plus possible. Dans les années 90, il y a eu un flou. On ne pouvait plus critiquer l'autre de nos quartiers, deuxième, troisième génération. D'un seul coup, le musulman a remplacé ce qui n'était plus possible d'être dit. Donc, ce qui était de la perversion, elle est des deux côtés. Chacun a manipulé le terme, le discours et la désignation de l'autre, y compris dans les affiches politiques. Ça condamne le mot, en tout cas. Ça condamne le mot parce qu'il est par définition, voire il a une double, voire une triple acceptation. En même temps, il est évident que dans les consciences en Occident, la notion de haine de l'islam, la notion de rejet de l'islam peut être devenue une idéologie quasi équivalente pour certains au rejet d'une population haute par rapport à la couleur de sa peau, par exemple. Donc le phénomène ne doit pas non plus être totalement immaculé en enlevant cette partie-là de sa critique ou de ce qu'il a pour certains en discours. Il est évident qu'aujourd'hui, vous avez des électeurs du Front National, ou en Hollande, ou en Allemagne, dans toute l'Europe, qui détestent l'islam et le musulman. Et en fait, on est passé d'un discours de haine de l'arabe, faire simple, à un discours de haine du musulman. Vous nous faites écouter quelqu'un, Thomas Oui, Legrand? on va écouter Benoît Hamon, qui est donc candidat à la présidence de la République. Et alors, il avait réagi à un reportage diffusé sur France 2 au journal de 20h qui avait été tourné à Sevran dans plusieurs bars où on voyait qu'il n'y avait que des hommes et des hommes qui disaient ici on n'est pas en République, on n'est pas dans la République, et ces bars étaient manifestement interdits aux femmes. Et à l'époque, à ce moment-là, c'était il y a quelques semaines, Benoît Hamon avait dit historiquement dans les cafés ouvriers il n'y avait pas de femmes, ça avait un petit peu amoindri le sujet, et puis ça fait un petit scandale, et voilà ce qu'il a pu dire pour se défendre ensuite. Il faut surtout pas dire aujourd'hui que le sexisme serait réservé à un seul type de café, le machisme à un seul type de population, en l'occurrence les musulmans. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faille baisser la garde en matière de lutte contre le fondamentalisme religieux, quand ce fondamentalisme religieux conduit, dans les faits, à confisquer l'espace public aux femmes. Alors, Pascal Blanchard, il y a une sorte de bienveillance un peu déplacée qui brouille les messages. Comment vous réagissez à cette réaction? Parce qu'on est dans une période d'entre-deux. Qu'on la critique ou pas, d'accord, on peut la constater, on est dans une période d'entre-deux. C'est-à-dire que le nouveau discours ne s'est pas positionné. D'un côté, c'est vrai, il y a un discours qui a toujours été de gauche de vouloir défendre les victimes de l'histoire. Et donc là, il est l'héritier de ce long discours. Et de l'autre côté, il y a une difficulté à voir que les victimes de l'histoire peuvent produire les mêmes exclusions que les autres. Alors, ça, c'est pas de l'islamo-gauchisme. Non, ça, c'est un entre-deux où on ne sait plus comment se positionner. Là, il arrive à nous tenir un discours qui est tout à fait ahistorique, où on arrive à essayer de nous expliquer qu'il faut à la fois accepter tout en n'acceptant pas et tout en défendant. La grande difficulté, c'est si demain matin, vous allez vous promener dans un bar suprémaciste blanc, vous n'allez pas trouver beaucoup de noirs non plus. C'est pas parce qu'il y a des suprémacistes blancs qui interdisent le noir d'entrer dans les bars qu'il ne faut pas critiquer certains blancs américains qui sont suprémacistes. Eh bien, chez les musulmans, on ne doit pas s'interdire de critiquer l'exclusion de la femme de certains lieux publics. Ce qui ne veut pas dire que nous parlons de tous les musulmans. Diagnostic de Pascal Bruckner, oui, c'est ce qui a été montré on est en période de Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon a besoin effectivement d'élargir son spectre. Mais j'ai rencontré justement la leader de la brigade des maires qui essaye d'investir l'espace public. Et je trouve que dans le discours de Benoît Hamon, comme dans celui de Clémentine Autain, qui elle est allée aussi dans le même café en disant « Regardez, c'est permis à tout le monde, mais elle oublie qu'elle est blonde et qu'on ne va pas la chasser parce qu'en plus elle est connue », dans le discours de Benoît Hamon, je sens, et là je vais abonder dans le sens de Pascal Blanchard, un certain néocolonialisme bienveillant du genre « Oui, la liberté, c'est bien pour nous, mais finalement les musulmans, ils ne sont pas obligés de vivre comme nous. » Et c'est là où une certaine gauche me gêne lorsqu'elle parle de l'islam et des musulmans, c'est qu'au fond, on a l'impression que des privilèges qui ont été gagnés
par les femmes, les féministes et par une partie de la gauche, sont déniés aux musulmans en raison d'une sorte d'essentialisation de l'islam, où on dit, écoutez, à nous, les avantages de la liberté critique, de l'égalité entre les hommes et les femmes, à eux, les malheurs de plutôt que c'était l'oppression. un processus. Et qu'il y a quelques années, en France, quelques dizaines d'années, en France, c'était pareil dans les bars ouvriers. Donc il y a un processus qu'il faut respecter. Oui, il y a un processus, mais je trouve qu'en tant que leader de la gauche, et il incarne aujourd'hui le PS, Alors, il aurait dû être plus radical et dire c'est inadmissible. Alors, Le Parti socialiste a quand même encore du mal avec ce vieux passé colonial dont il est encore lui aussi un des héritiers. Et donc il a du mal à accepter que la société a changé, que les codes ont changé, et qui ont pris leur regard de défenseur du pauvre qui a subi, c'est plus le même. C'est-à-dire que même eux n'ont pas vu l'évolution de droite comme de gauche. Quelque part, on pense que le colonial est loin de nous. Mais Pascal Blanchard, oui. Alors précisément, la fracture coloniale a-t-elle été importée dans les banlieues? Elle n'a pas été importée, elle était présente avant, puisque les banlieues ne sont ni plus ni moins que le processus urbain de territoires qui ont accompagné le lendemain de l'époque coloniale. Pour Pascal Bruckner, la colonisation est loin. Il le dit dans son livre. Attendez, on va lui laisser le dire. Mais je laisserai le dire. Ouais. Et il est assez grand pour le dire. Il le dit très bien depuis maintenant 35 ans d'essai. Donc je n'ai aucun doute qu'il va le défendre. Et c'est un de ses leitmotifs. C'est comme si on disait la Révolution française c'est loin, la Commune c'est loin et la laïcité 1905 c'est loin. Non, la colonisation c'est les années 60. On a à peine décolonisé et ça a touché la France pendant 4 siècles. Quelque part, nous sommes encore les héritiers de pratiques. Et les quartiers populaires ne sont qu'un des ersatz de cette histoire, mais comme les Outre-mer, comme notre regard sur le monde. Nous sommes encore les héritiers d'un regard qui s'est construit pendant 4 siècles. Y a-t-il un racisme d'État? Non, il n'y a pas un racisme d'État, il y a des pratiques d'État, ce qui est très différent. C'est-à-dire que l'Amérique, aujourd'hui, n'est plus un État raciste en tant que tel. Mais on le voit bien avec Trump, il peut y avoir des mécanismes, des héritages, des reproductions non pas à l'identique de vieux mécanismes, comme dans la police d'ailleurs. Il y a des ségrégations. Mais bien sûr qu'il y a des ségrégations. Est-ce que vous ne sous-estimez pas un petit peu dans votre livre ségrégation à l'embauche, discrimination à l'embauche, territoriale? Ça c'est clair, je le confirme. Vous par exemple, un Mohamed à l'embauche. On n'est pas d'accord, il le minore largement dans son livre. Là, je m'y oppose totalement. Ça n'est pas le sujet du livre, mais c'est un des sujets. Je dis qu'effectivement, il y a déjà assez de racisme pour ne pas en inventer de nouveaux. Et donc, évidemment, ça inclut la discrimination à l'embauche qui ne touche pas que les Mohamed. Mais si vous appelez Pierre, Marie ou Cindy et que vous arrivez des quartiers, vous êtes tout aussi discriminé que si vous appelez Mohamed ou Farid. Je pense qu'il faut... Mais vous êtes un peu moins arrêté par la police. Mais vous êtes un peu moins... on le sait. En France, vous êtes 6 fois plus arrêté par la police que vous êtes noir ou arabe. Si vous êtes africain ou d'origine indienne ou d'origine d'Asie du Sud-Est, vous serez arrêté autant que les autres. Je pense qu'on a trop tendance, mais ça c'est un autre débat, à racialiser la discrimination à l'embauche au lieu de la considérer comme un problème social. Si vous appartenez à la bourgeoisie d'origine maghrébine ou si vous êtes libanais ou égyptien fortuné en France, vous risquez beaucoup moins d'être arrêté que si vous êtes un prolo d'origine de la France. Ça, vous prenez moins le métro quand vous êtes riche, je vous le confirme. Mais pas simplement le métro. Si. Pour rester sur la colonisation, est-ce qu'il faut changer notre façon de voir la colonisation, de l'apprendre aux enfants, de l'enseigner notamment dans les quartiers? Est-ce que c'est utile? Dans les quartiers, partout. Partout. De toute façon, il n'y a qu'une seule éducation nationale. Non, c'est pas vrai. Je vous rappelle que dans les Antilles aujourd'hui, on enseigne l'histoire de l'esclavage plus qu'en métropole. Alors attention, nous avons un système éducatif qui considère qu'un petit Antillais de Guadeloupe doit apprendre plus l'histoire de l'esclavage qu'un métropolitain. C'est la pratique ou c'est dans les règles? Ah non, c'est les règles de l'éducation nationale. Ouais. Là, nous parlons d'un système en place aujourd'hui en 2017. Vous voyez que nous ne sommes pas encore totalement républicains. Non, mais la colonisation est enseignée, je le sais parce que j'ai vérifié sur les livres de ma fille quand elle était au lycée, la colonisation est enseignée. Elle l'est assez enseignée. Je pense qu'elle est assez enseignée. Simplement, moi, ce pourquoi je plaide et mon différend avec Pascal Blanchard, c'est que je pense que la colonisation appartient désormais à l'histoire et qu'on ne peut pas en permanence l'invoquer, comme l'a fait récemment Emmanuel Macron en Algérie, comme un argument politique, soit pour draguer telle et telle fraction de l'électorat, soit au contraire pour nier son... Mais vous rigolez, ça nourrit le caractère. Pascal Bruckner, où est-ce que vous allez avec vos enfants si vous voulez voir un musée d'histoire coloniale en France? Question simple. Tous les pays européens, à part le Japon, qui a eu un autre empire, ont un musée d'histoire coloniale, sauf nous. Vous la racontez où, cette histoire coloniale? Vous allez où? Écoutez, il y a des livres. Où, d'accord, mais dans quel musée? On est dans le pays des musées. C'est marrant, non? Ça va bien, mais il n'y a pas de musée. Ça va bien, mais c'est encore une question. Ça va bien, mais pour la première fois, un homme politique qui n'est pas aux extrêmes nous dit qu'il faut regarder notre histoire. On parle d'Emmanuel Macron, on parle toujours d'Emmanuel Macron en Algérie. Ça fait 50 sur la ans qu'on regarde colonisation. de l'autre côté l'histoire coloniale. Alors la gauche n'en parle pas et la droite la manipule. Et l'extrême droite, j'en parle même pas. Je comprends que ça vous dérange, mais c'est bien de changer un tout petit peu l'angle d'attaque.
Mais non, je pense que c'est malvenu. Si la colonisation Malvenu c'est un pourquoi? crime contre l'humanité, à ce moment-là, l'Algérie, c'est Auschwitz. C'est ça. Contre l'humain. Maintenant, il dit Non. contre l'humain. Je vous rappelle que Mme Merkel, en Allemagne, vient de reconnaître comme crime contre l'humanité le massacre des héros en Oui, Namibie. mais ça, c'est un génocide, effectivement. Mais attendez, comme crime contre l'humanité. Je veux bien employer le mot. Madame Merkel, une femme de bien sûr, droite, mais ça, c'est un vient de épisode reconnaître très que le particulier. colonialisme allemand en Namibie est un Mais on ne crime peut contre pas- l'humanité. On ne peut pas tout confondre. Ah bah, c'est pas moi qui confonds, c'est les Allemands, Madame Merkel. L'Europe, l'histoire, c'est la complexité. Ben, on est d'accord. Donc c'est enseigner la complexité aux enfants. Et je suis désolé, la décolonisation a eu lieu. Pascal Ça n'empêche Blanchard. pas qu'à l'école dialogue, on peut parler Elle a eu d'histoire. lieu. Pascal Et nous sommes les Blanchard. héritiers de cette histoire-là, Oui, justement. nous sommes les héritiers, De effectivement. quand Alors. on parle d'islamophobie, quand on parle de rapport aux musulmans, quand on parle de rapport à l'autre, nous sommes encore... Pourquoi aujourd'hui un Espagnol, un Italien ou un Belge de la troisième génération n'a pas les mêmes problèmes qu'un Algérien, un Antillais ou un Malien en France? C'est parce qu'il y a eu avant l'histoire coloniale. Elle nous impacte encore dans notre regard sur l'autre, dans nos comportements, dans notre manière de vivre non, je l'autre. suis désolé, c'est parce qu'il y a aussi, Concluez, depuis Pascal 30 Bruckner, ans, ensuite Nadia. Depuis la révolution iranienne, il y a eu quand même une formidable éruption de l'islam radical et nous sommes les héritiers peut-être du colonialisme, mais nous sommes aussi les héritiers de 17 ans Mais bien sûr, on est d'attentats d'accord. J'ai non-stop. pas dit le contraire. vous avez raison. Pascal Blanchard. C'est ça qui a changé notre regard. Merci. Donc, on a raison de s'inquiéter de l'islam radical. Merci Ça n'est pas un réflexe colonial. d'accueillir tous les deux, s'il Avec vous plaisir. plaît, avec urbanité et aménité, Nadia, chère Nadia, pour nous parler de cette injonction qui a été faite aux musulmans de France après les attentats Not in my name, Oui. mais en version française. Oui, bien pas sûr. en mon nom. En français, Voilà. effectivement, c'est le nom des campagnes qui ont été menées par un certain nombre de musulmans pour dénoncer les attentats terroristes et s'en désolidariser. La toute première campagne de ce type a été lancée il y a 3 ans déjà. C'était le 10 septembre 2014 en Grande-Bretagne avec une vidéo qui a été publiée sur Internet par une association de lutte contre l'extrémisme religieux. On y voyait des jeunes, surtout musulmans, brandir une pancarte « Pas en mon nom » et dénoncer la propagande de l'organisation État islamique. Et c'est une campagne spontanée qui a été louée par une grande partie de la presse et des intellectuels, mais à partir de laquelle s'est opéré une sorte de glissement vers une injonction faite aux musulmans français de se désolidariser explicitement du terrorisme, comme si ça n'allait pas de soi. C'est par exemple ce qu'avait fait Alain Juppé 3 jours après les attentats de novembre à Paris. Il affirmait qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, mais il avait posé une condition que les Français, je le cite, disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec le fanatisme. On se souvient également que le Figaro.fr avait publié un sondage sur son site qui avait fait polémique. Il demandait à ses lecteurs s'ils estimaient suffisante la condamnation par les musulmans de l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel. Le sondage avait été supprimé par la suite. Et pourtant, ce qu'il faut rappeler, c'est que les attentats ont été dénoncés maintes fois par absolument toutes les instances musulmanes. La Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France, l'Union internationale des savants musulmans et le Conseil des oulémas. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors aujourd'hui, nombreux sont ceux qui condamnent désormais cette injonction faite aux musulmans de montrer patte blanche. En l'occurrence, l'ancien directeur du Bondi Blog, qui s'appelle Nordine Nabili, a résumé ce point de vue. Voilà ce qu'il dit. Si l'indignation doit s'exprimer, c'est une indignation républicaine, pas venant des musulmans. Pascal Bruckner, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction dans le fait de dénoncer le communautarisme et de dire aux musulmans, exprimez-vous en tant que musulmans? Oui, alors vous savez, celui qui a dénoncé la passivité des musulmans, c'est Raleb Bencher, qui était lui-même islamologue et qui était un mathématicien qui, je crois, vit à Marseille, où il exhortait ses co-religionnaires justement à descendre dans la rue et à dénoncer les attentats et les horreurs commises au nom de l'islam. Mais alors, vous avez raison, il y a effectivement, je pense, une sorte de schizophrénie de la part des intellectuels musulmans réformateurs, et j'en avais parlé notamment avec Abdenour Bidar, c'est-à-dire qu'ils sont pris entre deux feux. D'un côté, les islamistes les accusent de trahir leur communauté, de l'autre côté, on les renvoie à leur être musulman. Mais je pense qu'effectivement, il faut sortir de cette schizophrénie, et il me semble que notre devoir à nous, républicains et laïcs, c'est de tendre la main aux réformateurs et de les arracher à cette double injonction qui ne peut que les enfermer dans une sorte d'impasse absolue. Mais oui, sur ce plan, je suis d'accord avec vous. Pascal Bruckner. Non, Blanchard. Oh, Pascal Blanchard, pardon, mais oui, mais il y a tellement de Pascal. Le pari de Pascal, le nommer correctement. Pascal Blanchard. C'est une vraie question, parce que comme on est dans un moment où les images sont brouillées,
les gens, en fin de compte, sont presque cannibalisés par toutes les images. Et d'ailleurs, la couverture de votre essai est une image qui brouille aussi ce message. Quelque part, Un peu valeurs actuelles. les yeux fermés sur la République avec le drapeau bleu, blanc, rouge, Pascal ça Bruckner. donne le sentiment d'être une soumission. Et d'ailleurs, je l'avais signalé, ça fait penser, regardez, ça fait penser à une couverture de valeurs actuelles, ce qui veut dire que vous êtes sur des codes. Un petit Moi, je peu. vous le dis, non, c'est Si important. vous aviez vu. Pascal Vous avez pas Bruckner, vu. et vous êtes suffisamment fin pour savoir qu'il y a un message dans votre couverture. Cette couverture qui pose une question et pour Bah, savoir plus la qu'une question, réponse. il donne une réponse un peu. Elle donne la réponse en même temps que la question. Elle est j'allais moins le dire. nuancée que le contenu. Voilà, exactement. J'allais dire qu'il y a eu plus de nuances par moment parce que Pascal Bruckner est Je suis un subtil. être très nuancé. Tout à fait. Concluez. Et c'est pour ça que des fois vous êtes très efficace sur certains messages où vous êtes passé, notamment celui-là. Mais arrêtez de vous faire des Nous salamandres. sommes, nous sommes dans une période où les images brouillent. Ouais. Les gens dans les campagnes électorales voient des minarets, voient des femmes voilées. Donc ces images-là ont besoin d'être aussi compensées par d'autres images. D'un seul coup, de voir des gens de confession musulmane qui disent clairement qu'ils sont contre, les gens ont besoin de cette contre-image. Même si c'est anachronique, même si c'est communautaire, les gens aujourd'hui sont piégés par les images dominantes. Et si d'un seul coup, ils ne voient pas des gens qui manifestent, c'est exactement ce qui s'est passé avec Carpentras quand les Français ont été dans la rue. Vous n'y pouvez rien. Les gens ont besoin de Ou après contre-images. Copernic. Regardez cette image américaine que l'on voit. D'un seul coup, c'est un message à toute l'Amérique. Nous pouvons être musulmans et américains. C'est terrible à dire, mais une image a besoin des fois de contrer une autre image. Très bien, une dernière question. Pascal Bruckner, vous êtes relativement pessimiste dans les conclusions de votre essai, Racisme Imaginaire. Vous évoquez la possibilité de guerre civile, de communautés les unes Non, dressées non, contre je ne les suis pas le autres. seul. Dans ce que je dis surtout, N'exagérez pas un peu. vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir peur de l'islam au vu de tous les attentats qui ont lieu. Vous dites j'ai peur pour Mais l'islam. on peut avoir peur pour l'islam parce qu'effectivement, si on regarde la situation mondiale et cet arc de cercle géographique qui va du Maroc à l'Indonésie, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un monde plongé en plein chaos. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Le maréchal Al-Sisi l'avait dit dans une conférence à Al-Azhar, à la grande faculté de théologie du Caire. Et c'est aussi le point de vue d'Adonis, qui est un poète syrien qui vit en sunnite, France. qui dit que le monde arabe est en train de se suicider en raison de son allégeance à un islam rétrograde. Donc je me fais là l'écho d'une... Mais ça n'est pas le point de vue d'Olivier Roy, l'islamologue, donc Mais c'est le point de vue c'est le point de vue de divergent. Gilles Kepel, et c'est Très bien, aussi le point de d'accord. vue d'Abdelwahab D'accord, Medeb dans très son bien. livre La maladie Mais si on de l'islam. écoutait tous les Occidentaux qui nous parlent du déclin de l'Occident, du danger, des Oui, radicalismes, oui, mais on là, arrêterait les Occidentaux. non, mais là, sauf que là, Concluez. c'est quelque chose. Il y a une une crise dans le monde arabe. Il y a une guerre civile Il y a une crise interne dans à le monde l'islam arabe. et une difficulté Mais bien sûr. qui est la sienne à se réformer, alors que le christianisme. Non, pas à se réformer, à être dans ses propres contradictions internes, car Oui, l'islam aujourd'hui vit une contradiction interne entre la modernité et un regard l'incapacité à s'adapter. comme l'Occident. Merci, Regardez- merci, Non, merci. non, Non, Pascal Blanchard. moins comme l'Occident. Je pense qu'il a plusieurs siècles de retard à rattraper en raison C'est- d'une incapacité à avoir un regard critique sur lui-même. Il faut conclure. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce face-à-face très urbain. Merci à tous les deux. Dans un instant, messieurs Bauduit et Saltiel, pas face-à-face, mais côte à côte, franc-maçon et franchement obsédé sexuel, mais d'abord des intox. Ce soir, Emmanuel Macron, on parlait de lui, donc ça tombe bien, candidat à la présidentielle, et les places en prison. Emmanuel Macron voit tellement grand qu'à Londres, il a promis la création de 150 000 places de prison au lieu des 15 000 que prévoit son programme. On crée en effet 150 000 places dans les prisons. Une belle boulette puisqu'il faut savoir qu'en France à ce jour, il y a moins de 60 000 places de prison en tout. Ce petit zéro en trop en rappelle un autre qui fut l'une des plus célèbres erreurs de la Ve République. En 1973, Pierre Messmer, alors Premier ministre, annonce dans un discours à Provins la création de 2000 crèches sur la durée de la législature. Sauf que l'auteur de son discours, un jeune de 23 ans, avait mis par erreur un zéro de trop, écrivant 2000 au lieu de 200. Pierre Messmer, n'ayant aucune idée du nombre de crèches qu'on peut créer en une législature, l'avait répété sans ciller. Quand en mai 1973, le ministre de la Santé, Michel Poniatowski, annonce la création de 100 crèches pour 1974, les critiques pleuvent. On est bien loin de l'objectif affiché par le Premier ministre. Pour ne pas avoir à se dédire, le gouvernement prend donc l'engagement de revoir à la hausse le programme de 1974. Et à l'automne 1973, le débat budgétaire conduit à de nouvelles annonces que tout le monde sait désormais délirantes. Il a fallu que Pierre Messmer quitte Matignon pour qu'on revienne à des objectifs plus raisonnables en matière de crèche. Comme quoi, certaines petites erreurs peuvent avoir des conséquences en politique. Bien vu. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, Ah, bravo, ce fut bien répété. Alors, hier, François Hollande, cher Xavier, a visité le musée de la franc-maçonnerie. Ça vous a rappelé les liens plus que complexes, compliqués, tortueux, alambiqués entre
Le pouvoir politique et la maçonnerie. Et sous le Second Empire. Oui, votre Second Empire. Ah bah oui, ça me tient à cœur. Écoutez, pour commencer, nous allons à Paris le 9 janvier 1852 quand le prince Lucien Murat est élu grand maître du Grand Orient de France. Janvier 1852, nous sommes encore sous la République, la deuxième, et le président s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, le cousin de l'autre. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte et le prince Murat, ils sont le neveu de l'autre. J'ai dit cousin, le neveu de l'autre. Je vais me faire et nous, nuls, qui ne relevons pas. Napoléon, on va pas. Non, Lucien Murat et Louis-Napoléon Bonaparte sont cousins. Donc, vous voyez, ça s'annonce plutôt bien. De toute façon, les napoléonides et les francs-maçons ont toujours été proches. Donc, quand le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852, le Grand Orient accueille les proches du pouvoir. Ça s'annonce très bien, cette histoire-là, sauf qu'il y a des petites querelles de famille. Alors, à ma droite, il y a donc le prince Murat, le grand maître, qui est plutôt favorable à la politique autoritaire de Napoléon III. Et à ma gauche, il y a un autre cousin de l'empereur, c'est le prince Napoléon, celui qu'on surnomme Plomplon. Alors lui, il est favorable, on va dire, à un empire un peu plus libéral. Et puis alors Murat et le prince Napoléon se pouillent sur l'unité italienne, sur le pape, sur tout ça. Enfin bon, surtout, le prince Napoléon voudrait devenir grand maître à la place de Murat. Mais c'est la chienlit, c'est là que l'empereur décide d'agir. Par un décret impérial du 11 décembre 1862, il nomme un de ses fidèles à la tête du Grand Orient, c'est le maréchal Magnan, son grand veneur. Et un petit souci dans cette histoire-là, c'est que le pauvre Magnan, il n'a jamais été franc-maçon. Jamais, il ne connaît rien. Grave. Mais non, c'est pas grave, parce qu'en une journée, on lui fait passer les 33 degrés qui font de lui un initié. Vous voyez, ça rigole pas, c'est efficace, c'est l'empereur qui décide. Les francs-maçons, maintenant, ont bien compris la chanson. Et bien justement, pour terminer, je vous propose un tube de Maurice Chevalier, le grand Momo, interprété ici par Daniel Gérard, la chanson du maçon. Un maçon chantait une chanson tout là-haut sur le toit d'une maison, et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon. Eh bien, dites donc, il est avantageux et avantagé, ce Daniel Gérard. Quelle belle chanson. Quel beau pantalon. Alors, cher François, pour améliorer votre productivité, mettez vos fesses sur la télécopieuse. C'est ça, on reste un petit peu en dessous du pantalon. Imaginez 2 secondes être rémunéré par votre employeur pour aller faire l'amour. C'est du moins le projet insolite défendu par un élu suédois qui cherche à faire donc de son pays, la Suède. Regardez Thomas Legrand. Je vais en parler à ma patronne. Oui, il faut en parler à France Inter. Donc, il s'appelle Per-Éric Musco. Il officie bien dans la belle ville d'Overtony et sa proposition est très sérieuse. Alors, rentrons un petit peu plus dans le corps du texte. Il propose à tous ses employés d'avoir une pause hebdomadaire qui permettrait donc à chacun de rentrer chez soi. Oui, Thomas, il ne s'agit pas de consommer au bureau. Non, il faut rentrer chez soi, retrouver sa partenaire pour s'adonner au plaisir de la chair. Alors, l'élu ne manque pas d'arguments pour défendre fièrement son initiative qui, 1, permettrait d'atténuer l'absentéisme, 2, on le sait bien, les études ont prouvé qu'une activité sexuelle régulière maintiendrait l'individu en bonne santé et donc augmenterait sa productivité, et 3, cela permettrait surtout de relancer le taux de natalité du pays qui est en berne depuis ces dernières années. Alors pour l'élu, le sexe est maintenant devenu une denrée rare, surtout dans les relations longues et installées, qui faute de temps, à cause de la gestion des enfants, et bien souvent le sexe passe à l'as. Voilà pourquoi le politique veut le remettre sur le Très tapis. Autobiographique, non? Non, pas du tout. Chronique François Saltiel. Néanmoins, pour revenir aux faits, Jeune papa. cette pause crapuleuse engendrait quelques petits problèmes d'application. Parce que comment on pourrait être certain que l'individu profite de cette pause pour œuvrer à la fécondité ? Et non pas faire du shopping. Voilà, s'il fait du shopping, et bien tout de suite la mesure s'ébranle. Deuxièmement, cette copulation qui est légèrement... on peut dire qu'elle est spontanée, qui est organisée par les employeurs, qui casse un petit peu le charme, exactement. Et quid des célibataires ? Ah oui, qui pourraient se sentir discriminés par cette mesure, même s'ils pourraient en profiter pour faire plus ample connaissance. Oui, faire plus ample connaissance avec celles et ceux qui restent au bureau. Voilà, comme ça, le bureau se transformerait en une sorte d'intense speed dating. Le conseil municipal pourrait adopter cette mesure au printemps prochain. Parisien ? Ah non, suédois. Suédois, obligeant, mais vous l'avez déjà venir en France peut-être, obligeant donc les mécontents à l'appliquer. La loi est dure. Mais c'est la loi, Duralex. C'est ça, mais c'est Duralex. Merci mes amis. À suivre sur l'antenne une soirée fossile et marteau 100 ans après le début de la révolution russe de février 1917. Avec pour commencer un formidable documentaire, Lénine, une autre histoire de la révolution, sur un commentaire de l'historien Marc Ferraud. À demain 20h05, le petit coco. Je crois que c'était toi.